Bonjour tout le monde, merci d'être venus nombreux. Nous avons aujourd'hui notre premier séminaire avec Madame Rosebert Augustin. Ce séminaire est réalisé dans le cadre du CFGS. Certains d'entre vous ont déjà participé au programme 2023-2024 et aujourd'hui, nous continuons pour le programme 2024-2025. Donc, Rosebert Augustin est avocate. Elle est inscrite au barreau de Port-au-Prince depuis 2013. Elle a été membre du conseil de cet ordre en 2023 pour un troisième mandat consécutif et siège au sein de la commission scientifique et de la commission des femmes avocates de ce barreau. Elle est associée au cabinet Augustin, fondé en 2005, et ses domaines d'expertise incluent l'adoption internationale, le droit commercial, le droit foncier et le droit des contrats. Madame Augustin est arbitre au Centre de conciliation et d'arbitrage d'Haïti, CCAH, et conciliatrice au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, CIRDI. Elle intervient régulièrement en tant que conférencière et formatrice pour promouvoir les modes alternatifs de règlement de différends. Elle détient un Master 2 en droit économique de l'Université Aix-Marseille 3 en France et a obtenu sa licence en droit de la faculté de droit de l'Université Quisqueya, où elle enseigne depuis 2009 les cours de droit des affaires, droit des obligations et droit de la famille. Donc, nous allons commencer. Vous avez avec vous la documentation et on vous souhaite bonne écoute. Merci beaucoup, Madame Hector. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. L'année dernière, j'ai participé au lancement de ce cycle de formation et l'idée est extraordinaire parce qu'on n'a pas souvent l'occasion d'aborder les questions de manière scientifique et cette façon de faire est, je vous l'assure, le seul moyen de pérenniser et de comprendre profondément la situation et la condition des femmes. Donc, je vous le redis encore, c'est un plaisir d'être avec vous et bienvenue. Nous allons aborder un sujet dans un contexte très particulier. Nous allons parler de droits des femmes, de genre, de sexe, dans un contexte de crise humanitaire. Donc, on se demande, est-ce que c'est un sujet pertinent en ce moment? Aujourd'hui, le pays vit des moments extrêmement difficiles. En 2023, nous l'avons tous vécu. Haïti a été affecté et dans le domaine sécuritaire, judiciaire, politique et humanitaire. La situation s'est aggravée. Le nombre de meurtres, d'enlèvements, de violences sexuelles perpétrées par des bandes criminelles a considérablement augmenté, selon le rapport de Human Rights Watch. Donc, plus de 40% des Haïtiens ont connu une sérieuse insécurité alimentaire. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a recensé le meurtre de plus de 3156 personnes. 1284 enlèvements ont été perpétrés également par des groupes armés de janvier à fin septembre 2023. On estime, alors les agences de l'ONU estiment qu'il existe plus de 300 bandes criminelles qui contrôleraient 79 à 80% de la capitale, donc Port-au-Prince et la zone métropolitaine. Selon les chiffres fournis dans le cadre du rapport trimestriel du BINU sur la situation des droits de la personne en Haïti, de janvier à mars 2024, au moins 2505 personnes ont été tuées ou blessées à la suite de violences liées aux gangs armés. Donc, alors que notre espace vital se réduit, alors que nous arrivons à peine à survivre,
que nous sommes terrorisés, est-ce que nous pouvons aborder cette discussion sur le droit des femmes? En fait, est-ce que nous pouvons parler de la justice de genre en Haïti alors qu'il n'y a pas de justice du tout? Est-ce que nous pouvons faire une analyse et regarder le droit et le droit de la famille en général avec une perspective féministe? Eh bien, je dirais qu'il est absolument pertinent de parler de la condition des femmes. Pourquoi? Parce que parler des droits des femmes, c'est aussi parler des droits humains. Il n'y a pas une hiérarchie des souffrances, il n'y a pas une hiérarchie et des droits. Donc, s'accorder pour dire qu'il n'est pas, que le moment est mal choisi, ce serait précisément avouer, bien reconnaître qu'il y a une hiérarchie des droits. Donc, la question des femmes n'est pas une question distincte ou secondaire. Il est au contraire au cœur des luttes pour la dignité, pour l'égalité et la justice. Donc, quand on aborde les questions de violation des droits humains, il est aussi crucial de reconnaître que les femmes sont les premières victimes. Et ces violations, elles les subissent en raison de leur genre. Les femmes subissent, par exemple, des violences de genre, des viols, des harcèlements. Elles subissent également des inégalités économiques, des restrictions à leurs droits et reproductifs. Et ce sont autant de violations qui sont propres à la femme. Et malheureusement, nous le constatons, que ce soit dans notre société ou ailleurs, ces violations sont minimisées ou même totalement invisibles. Donc, en tout temps, en temps de crise, en temps de guerre, en temps de paix, nous devons réaffirmer que les droits des femmes sont des droits humains. Donc, agir autrement serait une injustice et ce serait aussi un déni des réalités. Donc, cette affirmation est en fait un acte de justice et de vérité. Nous devons aussi garder à l'esprit, en mémoire, que si une partie de la population est privée de ses droits fondamentaux, aucun progrès ne peut être accompli, que ce soit en Haïti ou pour toute l'humanité dans son ensemble. Alors, je vous dis, soyons fiers de faire de la cause des femmes une priorité et de l'étude de la justice de genre une question fondamentale. Et donc, comme je l'ai dit tantôt, les femmes haïtiennes sont victimes de discrimination dans les domaines de l'économie, de l'éducation, de la santé et de la politique et aussi sur le plan juridique. Et aujourd'hui, c'est ce plan-là, c'est sur le plan juridique que nous allons centrer notre formation. Et durant les 3 jours où nous allons être ensemble, nous allons aborder cette question sur un plan spécifique, celui du droit. Donc, il me revient quand même la tâche assez difficile d'examiner comment le droit et le genre interagissent et d'observer avec vous cette interaction. En l'an 2000, donc il y a 24 ans, il y a un cahier de revendications nationales des femmes haïtiennes qui a été élaboré. Et depuis lors, nous pouvons dire que les revendications qui ont été formulées restent très pertinentes. Donc, les femmes, à ce moment, dans ce cahier de revendications, ont fait ressortir le poids de leurs conditions. Elles ont démontré que la société considère que la responsabilité des enfants incombe aux femmes et que généralement, elles sont aussi en charge de l'éducation de leurs enfants et de leur bien-être matériel. Ce qui, pour la majorité des femmes haïtiennes, a une
a une conséquence assez grave sur leur situation économique et on assiste au phénomène de la féminisation de la pauvreté. Alors, dans ce contexte, par rapport à cette réalité, par rapport à la condition des femmes, nous allons examiner le droit. Et dans le dossier qui vous a été remis, dans les documents que vous avez en main, si je pourrais avoir un pour pouvoir suivre avec vous. Merci. Voilà. Vous avez le plan. Après, Madame Victor. Donc, voilà. Le plan de la conférence. Donc, aujourd'hui, nous allons avoir une vue panoramique sur la justice de genre. Ce sera notre premier module. Et à ce niveau-là, nous allons examiner 4 grands points. Nous allons définir certains mots-clés, parce que nous devons nous entendre sur certaines notions pour être au même niveau de compréhension. Nous allons voir rapidement aussi le cadre légal, puisque ce qui nous intéresse, c'est le droit, la règle de droit et son interaction avec le genre. Nous allons voir aussi comment la loi voit le sexe et comment la loi voit le genre. Et ensuite, pour finir, nous allons vous exposer les luttes et les revendications féministes et les résultats de ces luttes, les avancées qu'on a pu obtenir grâce à ces luttes et à ces revendications. Donc, quel est l'objectif? Quels sont les objectifs poursuivis par cette formation? Eh bien, premièrement, le but visé, c'est de renforcer vos capacités en matière de justice de genre. J'aimerais que vous sortiez de cette conférence avec une idée claire de ce qu'est la justice de genre et de ce que vous pouvez faire vous-même pour vous assurer qu'en Haïti, la justice de genre est une réalité. Donc, et de manière spécifique, au cours de cette conférence, il s'agira de présenter une vue d'ensemble des dispositions intéressant les femmes et les filles en encourageant la réflexion critique sur les limites et les possibilités offertes par le droit. Sensibiliser les participants et les participantes aux enjeux de la justice de genre, analyser des exemples concrets où le droit a contribué à la réduction des inégalités de genre et réfléchir à des outils juridiques pour promouvoir l'égalité des genres. Donc voilà, nous allons être ensemble aujourd'hui pour 2 heures de temps, 2h30 de temps. Donc d'emblée, nous allons commencer. Donc, nous en sommes au module 1. Ça va? Nous allons avoir une vue panoramique, donc survoler la question de la justice de genre. Les définitions, elles sont essentielles. Sans les définitions, nous ne comprenons pas effectivement de quoi nous parlons. Alors, commençons à définir. Donc, durant cette conférence, des notions vont revenir de façon récurrente. Nous allons parler de droit, de sexe, de genre, de justice de genre et de féminisme. Et ce sont ces notions clés que nous allons définir. Donc, qu'est-ce que le droit? Qui fait des études, entreprend des études de droit parmi vous? Savez-vous ce qu'est le droit? Pardon? Ou bien, à quoi sert le droit?
Parce qu'on en parle souvent. Vous n'avez pas le droit, vous avez le droit. Donc, ça invoque quoi pour vous? L'ensemble de règles, exactement. Donc, il y a différents types de règles. D'accord? Il y a différents types de règles. Et la règle de droit est une des règles sociales. Il y a des règles économiques, il y a des règles relatives aux mœurs, il y a des règles morales. Donc, la règle de droit est une des mœurs, des règles sociales qui encadrent la vie des individus en société. C'est ça l'objectif du droit. L'objectif du droit, en fait, c'est de régir, de réglementer la vie des gens, des individus en société. Donc, parmi les autres règles, on peut citer les règles économiques. Les règles économiques qui portent sur la production, sur la circulation, la consommation et la répartition des richesses. On peut aussi parler des règles relatives aux mœurs, telles que la bienséance et telles que le savoir-vivre. Okay? Donc, vous entrez dans une pièce, vous savez que vous devez saluer, dire bonjour, etc. Donc, il s'agit de règles. Il y a aussi les règles morales ou les règles religieuses, okay, qui prescrivent nos droits envers nous-mêmes, envers le Créateur, envers les autres, etc., envers nos semblables. Les règles juridiques ou les règles de droit se distinguent des autres règles. En quoi? Parce qu'elles ont un caractère obligatoire et aussi parce qu'elles sont sanctionnées par une contrainte, par une coercition. Et cette coercition, elle est extérieure à l'individu, contrairement à la morale, où lorsque vous violez une règle morale, eh bien, vous pouvez avoir un remords. Donc, c'est une prise de conscience. C'est ça votre punition. Mais lorsque vous violez la règle de droit, eh bien, il y a une punition externe qui vient à travers un procès où vous êtes sanctionné. Donc, cette punition, cette coercition extérieure est organisée par l'État dans un seul et même but qui est d'assurer l'ordre, la sécurité, l'harmonie, la justice et le bien commun. Donc, on vous empêche d'avoir un certain comportement parce que votre comportement nuit aux autres, nuit au bien commun, nuit à l'harmonie, nuit à l'ordre. Donc, le but de la règle de droit est d'organiser la vie des hommes, la vie des femmes en société. Donc, la règle de droit répond à des besoins réels, des besoins de sécurité, par exemple. Et la règle de droit répond aussi à un besoin de justice. Nous avons tous besoin de sécurité. Et nous avons besoin de savoir ce que nous pouvons faire, ce que nous ne pouvons pas faire, ce que nous pouvons attendre des autres, ce que les autres peuvent attendre de nous. Donc, nous avons besoin de cette stabilité qu'offre la règle du droit. Mais nous avons aussi besoin de justice. Et toute personne porte en soi, c'est inné, ce besoin de justice. Et donc, il faut que la règle de droit aussi provoque ce sentiment de justice, ou sinon, elle n'est pas écartée forcément, mais c'est une loi qu'on trouve oppressante. Donc, on a besoin de ce sentiment de justice que légalement on appelle équité. Donc, parce que le droit répond à ces deux besoins, donc à notre besoin de sécurité et à notre besoin de justice, nous devons le questionner pour savoir si nous sommes satisfaits de la manière dont il y répond. Donc, le droit est une construction sociale. Le droit est le reflet de la société. Et donc, le droit n'est pas neutre. Le droit est sexué et le droit charrie des valeurs. Donc, en tant que femme, en tant que personne et homme, en tant que femme et homme, nous devons regarder si ces valeurs sont des valeurs qui font la promotion du bien-être de la femme. D'accord?
Donc, c'est ce que nous allons voir tout au long de cette formation. Et nous allons scruter ensemble ces valeurs à la lumière des revendications féministes. Est-ce que ça va pour le droit? Une construction sociale. La règle de droit a pour but d'organiser la vie en société. Le droit répond à des besoins spécifiques, le besoin de sécurité et le besoin de justice, mais le droit n'est pas neutre. Le droit, et nous allons le voir, engendre le genre également. Nous avons vu ce qu'est le droit. Maintenant, voyons un peu ce qu'est le sexe. Lorsque je vous parle de sexe, cela renvoie à quoi? Lorsque je vous dis sexe, cela vous renvoie à quoi? Pardon? Oui, aux caractéristiques physiologiques. Je suis d'accord? Et enfin, quoi? Une réduction sociale? Ça, ce serait le genre. Et le sexe renvoie à l'acte sexuel, au rapport sexuel. Lorsqu'on parle d'égalité des sexes, en fait, on veut parler d'égalité de genre. Le sexe renvoie aussi, peut-être par abus de langage, au genre. Et enfin, le sexe signifie avoir des rapports sexuels, avoir du sexe, faire le sexe, etc. Ça renvoie au rapport sexuel. Donc ça, c'est une certaine évidence. Maintenant, qu'en est-il du genre? Nous allons beaucoup parler de genre. Monsieur dit qu'il s'agit d'une construction sociale, effectivement. Selon Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Aucun destin biologique, psychique, économique ne définit la figure que revêt au sein de la société la femelle humaine. Simone de Beauvoir, le deuxième siècle et sexe, et cet ouvrage est paru dans les éditions Gallimard en 1949. Donc, tout comme le droit, le genre, par opposition au sexe biologique, n'est pas une donnée biologique, une donnée naturelle. Le genre est plutôt appréhendé comme une fabrication, comme une construction sociale de préférence. Donc, toutes les sociétés connues, toutes les sociétés humaines connues sont genrées. Hommes et femmes sont assignés à des rôles, à des comportements par des lois ou par, le plus souvent par l'éducation, par les pressions sociales. Donc, les hommes et les femmes sont assignés à occuper des rôles spécifiques. Et ces rôles spécifiques n'ont pas forcément une corrélation avec leur sexe biologique. On a tendance à penser que le concept de genre est un concept purement féministe. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est vrai que ce concept a été popularisé par le savoir féministe, mais ce concept a été inventé par des équipes médicales au cours de la première moitié du XXe siècle, donc vers les années 1950. Et il y a l'ouvrage d'Elsa Dorlin, qui est un ouvrage extrêmement intéressant que je vous recommande, qui rapporte, qui fait l'historicité de ce concept-là, de la naissance du concept genre. Et selon ce qui est rapporté dans son ouvrage, elle explique
que des équipes médicales étaient spécialisées, américaines, il faut le préciser, que certaines équipes étaient spécialisées dans la prise en charge des nouveau-nés dits hermaphrodites ou intersexes. Lorsqu'on parle d'hermaphrodites ou d'intersexes, parce que l'hermaphrodisme n'existe pas réellement et dans la nature de la race humaine, et on parle plutôt de façon plus technique d'intersexes, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont une certaine ambiguïté sexuelle. Donc, on n'arrive pas à déterminer visiblement à l'œil nu lequel, s'il s'agit d'une personne de sexe masculin ou de sexe féminin. Donc, l'enjeu pour ces médecins était, par des interventions hormonales et chirurgicales, de réassigner un sexe à un enfant qui présentait une ambiguïté sexuelle de naissance provoquée par un dysfonctionnement du processus physio-anatomique de sexuation durant la vie intra-utérine. Donc, la tâche de ces équipes était, lorsqu'un enfant naissait et que cet enfant-là présentait, ce bébé présentait une ambiguïté sexuelle, la tâche de ces équipes médicales était de faire une réassignation de sexe, c'est-à-dire de décider, de choisir quel serait le sexe de cet enfant. Donc, de lui donner un sexe plausible, donc de regarder avec avec l'appui, le soutien d'examens médicaux, de regarder quel serait le sexe dominant et de retrancher l'autre sexe. D'accord? Et donc, ce qu'ils faisaient, ces équipes, ce qu'elles faisaient, eh bien, elles procédaient à des interventions hormonales et chirurgicales. Donc, l'intervention avait pour but de choisir le sexe à assigner au bébé pour écarter toute ambiguïté sexuelle. Donc, c'est au cours de leur pratique que ces spécialistes de l'intersexualité vont être amenés à considérer la relation entre le sexe biologique et l'identité sexuelle. John Money, qui fut l'un des plus puissants spécialistes américains de l'intersexualité, a déclaré que le comportement sexuel ou l'orientation sexuelle n'a pas de fondement inné. Les psychiatres aussi se sont intéressés à la question et vont s'approprier l'expression genre. Et j'aimerais quand même vous partager avec vous l'histoire que rapporte Elsa Dorlin dans son ouvrage Sexe, genre et sexualité, qui est très intéressant. Et elle nous raconte l'expérience qui a été déterminante et qui a aussi poussé John Money à rédiger un ouvrage. Laissez-moi trouver la page rapidement. Et donc, il nous est rapporté dans cet ouvrage que John Money a publié un ouvrage avec un autre médecin. Et le titre de cet ouvrage était « Un homme, une femme, un garçon, une fille ». Et il est vrai que cet ouvrage a suscité beaucoup de polémiques. Pourquoi? Parce que John Money y rapportait une expérience assez troublante. Il faut dire qu'il donne la chair de poule. Et donc, il rapporte le cas d'un petit garçon de 2 ans traité à l'hôpital de l'université Johns Hopkins. Et ce bébé-là, ce petit garçon de 2 ans,
a été traité selon les méthodes utilisées dans les cas d'intersexualité. Seulement, cet enfant n'avait pas été diagnostiqué comme intersexe. Il n'y avait pas d'ambiguïté sexuelle chez ce bébé, mais malheureusement, il a subi un incident, un accident, et la naissance du concept de genre est étroitement liée à l'histoire de Bruce et, alors en anglais c'est Bruce et Brenda. Donc, suite à un accident de circoncision à l'âge de 9 mois qu'il a laissé sans pénis, les parents du jeune et Bruce ont sollicité l'aide de John Monet. Ça va, vous suivez? Au cours d'une circoncision, il a été castré, son pénis a été coupé. Donc, il s'agit quand même d'un enfant, d'un bébé de 9 mois. Donc, que propose John Monet? Eh bien, il propose que ce qui serait mieux pour cet enfant, c'est de lui réassigner un sexe. Donc, il considère que la meilleure solution est de réassigner sexuellement l'enfant, d'en faire une fille. Un garçon biologique, c'est ce qu'il affirmait, ne peut avoir une identité sexuelle normale sans pénis. Tout le monde me suit. Alors, après une castration et un traitement hormonal, Bruce devient Brenda. Peu avant ses 3 ans d'ailleurs. Donc, il ne s'est jamais connu, n'a jamais eu conscience d'avoir été un garçon parce qu'il a subi une castration et un traitement hormonal pour être réassigné femelle. Monet a en fait utilisé Bruce Brenda, comme on préfère l'appeler dans la littérature, comme un cobaye. Il a opéré un changement de sexe sur un individu considéré comme biologiquement normal. Les intersexes étaient à l'époque considérés comme biologiquement anormaux en raison d'une anomalie génitale, c'est-à-dire de l'indécidabilité de leur sexe. Donc, on n'arrivait pas à définir s'ils étaient de sexe mâle ou de sexe femelle. Donc, Monet a réalisé sur Bruce Brenda l'une des premières opérations dans le cadre de ce qui allait devenir quelques années plus tard le traitement médical de la transsexualité. Donc, dans le cadre de l'intersexe ou bien de l'intersexualité, on ne parle pas d'individus qui sont transgenres. On ne parle pas de transsexualité. On parle d'une anomalie ou bien d'une particularité qui se développe dans la vie intra-utérine, où il y a une certaine ambiguïté sexuelle. La transsexualité, c'est lorsque qu'une personne décide, bien vit sa sexualité comme étant différente de son sexe biologique. Donc, une personne peut être biologiquement dans un corps féminin et sentir qu'elle est une femme, par exemple, qu'elle est un homme, par exemple. Ça, c'est la transsexualité. Alors que l'intersexe, ou ce qu'on appelle couramment l'hermaphrodisme, c'est plutôt une ambiguïté sexuelle qui est biologique. Alors, tout ça pour vous expliquer l'origine de la distinction entre sexe et sexuel. Donc, cela ne vient pas des théories féminisme au départ, cela découle plutôt d'expériences d'équipes médicales spécialisées dans la réassignation sexuelle. Donc, comme je vous ai dit, Monet allait déclarer selon ses observations, le comportement sexuel ou l'orientation sexuelle n'a pas de fondement inné. Donc, les psychiatres vont aussi s'intéresser à la question et réfléchir sur
la distinction entre sexe biologique et identité sexuelle. Et après la médecine, ce sera à la sociologie de s'intéresser à la notion de genre. Et c'est ce qui marquera l'émergence de ce concept dans la théorie, dans les théories féministes. Donc, vous avez bien compris l'origine de l'utilisation du mot genre, en anglais gender. Et il faut dire que depuis son utilisation par les sociologues et par les féministes, qu'il y a eu plusieurs définitions du concept de genre. Il n'y a pas qu'une définition, mais quand même, on s'entend sur certains points qui ramènent quand même cette définition et qui nous permet de l'appréhender. Donc, la définition que nous allons retenir, parce qu'il y en a différentes selon les auteurs et selon les disciplines, nous allons nous attacher à la définition qu'en donne le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Et selon le Haut Commissariat, dans un ouvrage d'ailleurs intitulé « Les droits des femmes sont des droits de l'homme », okay? Une façon de frapper l'esprit, parce que c'est très imagé. Le genre est défini comme étant les identités, attributs et rôles des hommes et des femmes établis par la société. Ça va? Donc, le genre est défini comme étant les identités, attributs et rôles des hommes et des femmes établis par la société. Donc, le genre est une construction sociale. Le genre se distingue du sexe biologique dans la mesure où le genre n'est pas une donnée biologique. Elle est une donnée sociale. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau? OK? Donc, vous comprenez comment, en quelque sorte, de manière involontaire, la médecine, la science médicale a participé à aider les mouvements féministes. Parce qu'il aurait été extrêmement difficile pour les femmes de pouvoir établir elles-mêmes cette distinction, peut-être vécue ou observée de manière scientifique. D'accord? Donc, l'histoire du mot genre, du mot gender, est assez intéressant à connaître. Mais il ne suffit pas d'appréhender le genre en soi. Okay? Savoir qu'il s'agit d'attributs, d'identité, de rôle établis par la société, c'est bien. Mais il faut que concrètement, que cela ait un impact. Et donc, la pertinence de la question se dévoile dans son rapport au droit et à la justice. D'où l'expression « justice de genre ». Dans un rapport du PNUD daté de 2007 et intitulé « Égalité entre les sexes et programme de justice, accès équitable à la justice pour les femmes », la justice du genre est considérée comme la protection et la promotion des droits civiques, politiques, économiques et sociaux sur la base de l'égalité entre les sexes. Vous avez compris ce qu'est la justice de genre? Selon la définition du PNUD, la justice de genre est considérée comme étant la protection et la promotion des droits civiques, politiques, économiques et sociaux sur la base de l'égalité entre les sexes. Elle demande qu'on utilise une approche sexo-spécifique des droits eux-mêmes, ainsi
qu'une évaluation des accès et obstacles à la jouissance de ces droits pour les femmes, les hommes, les filles et les garçons, et que l'on adopte des stratégies sensibles au genre pour les protéger et les promouvoir. Donc, la justice de genre, en fait, c'est la question du genre appréhendée par le droit et par la justice. La justice de genre vise à promouvoir et à protéger les droits civiques, politiques, économiques et sociaux sur la base de l'égalité des genres. Donc, la justice de genre vise à écarter les discriminations basées sur le genre. Mais lorsqu'on parle d'égalité entre les sexes, puisque dans la définition, on parle effectivement d'égalité entre les sexes. Le but de la justice de genre est de promouvoir l'égalité entre les sexes, le sexe pris dans son comme genre, ok, à ce niveau-là. Donc, lorsqu'on parle d'égalité des sexes, ce qu'on veut dire en fait, on veut parler d'égalité et de genre. Donc, en parlant d'égalité entre les sexes, est-ce que cela signifierait, selon vous, qu'il faut nier toute différence entre les sexes, entre les genres? Non. Non, cela ne veut pas dire cela, en effet. Ok, donc l'égalité ne signifie pas le déni de toute différence. Les femmes et les hommes ne deviendront jamais identiques. D'accord? Donc, on l'a bien vu, hein, même les transsexuels ne sont pas biologiquement, physiologiquement semblables aux femmes nées femmes. D'accord? Les femmes transsexuelles. Donc, les hommes et les femmes ne deviendront pas identiques. Donc, il s'agit plutôt, lorsqu'on parle d'égalité entre les sexes, de revendiquer que les droits, que les devoirs et que les chances des femmes et des hommes ne soient pas subordonnés à leur sexe. Donc, mes devoirs ne doivent pas être dictés par mon sexe biologique. Mes chances ne doivent pas être subordonnées à mon sexe. Est-ce que je suis de sexe mâle ou de sexe femelle? L'égalité entre les sexes implique que les intérêts, les besoins et priorités des femmes comme des hommes soient pris en compte dans le respect de la diversité des différents groupes. Parce que la diversité existe. Donc, il ne s'agit pas de nier les diversités, mais plutôt de reconnaître les besoins, intérêts et priorités spécifiques à chaque sexe. Donc, étant donné que le genre et le droit sont des constructions sociales, il faut penser les relations entre le droit et le genre. Donc, il faut évaluer dans quelle mesure le droit peut œuvrer à induire des nouveaux rapports entre les sexes en combattant les présupposés sociaux de genre. C'est là l'intérêt de définir les deux notions. Le droit en tant que construction sociale, le genre en tant que construction sociale. Donc, si le droit en tant que construction sociale est le reflet de la société, on a encore beaucoup à faire pour changer notre société. Donc, ce que le droit a pu construire, ou bien a pu aider à construire et à consolider, mais le droit peut aussi aider à le déconstruire. Qu'est-ce que le féminisme? Selon Daniel Magloire, vous connaissez Daniel Magloire? Oui.
C'est une féministe militante haïtienne. Selon Danielle Magloire, le féminisme est d'abord et surtout une réflexion sur le pouvoir, plus précisément sur les relations de pouvoir entre les individus et entre les groupes. Cette définition, on la retrouve dans son article « Regard sur le mouvement des femmes haïtiennes » dans la revue Rencontre et paru en 2003. Donc voilà ce qu'est le féminisme. C'est une réflexion avant tout sur ce qu'on cherche à rééquilibrer. En fait, c'est le rapport de pouvoir entre hommes et femmes. Et le féminisme, c'est une réflexion sur sur le pouvoir, sur les relations de pouvoir entre les individus et entre les groupes. Une autre définition nous vient aussi d'Elsa Dorlin. Donc, ce qu'elle entend par féminisme, mais pour elle, il s'agit d'une tradition de pensée. Et par voie de conséquence, les mouvements historiques qui, au moins durant le XVIIe siècle, ont posé, selon des logiques démonstratives diverses, l'égalité des hommes et des femmes, traquant les préjugés relatifs à l'infériorité des femmes ou dénonçant l'inéquité de leurs conditions. Voilà. Donc, pour elle, le féminisme, c'est ça. C'est une pensée qui traque les préjugés relatifs à l'infériorité des femmes et qui dénonce l'inéquité de leurs conditions. Toujours dans son ouvrage Sexe, genre et sexualité. Est-ce que vous avez compris les notions? Les notions de droit, notions de sexe, de genre, de justice de genre et de féminisme. D'accord? Donc, le féminisme vise en fait à promouvoir l'égalité des chances, des droits pour les femmes. D'accord? Est-ce que ça va? C'est bon? On peut continuer? OK. Donc, si vous suivez avec moi le plan, nous sommes au point 1.1, définition des notions clés. Donc, nous allons passer au point 1.2, le cadre légal. Donc, j'utilise le concept de l'entonnoir. Hein, je pars du général pour arriver au particulier. D'accord? Pour être sûr que vous allez pouvoir me suivre tout au long de mes interventions. Donc, au regard de tout ce que nous venons de définir là, nous allons regarder le cadre légal. Donc, comment la loi encadre tout ceci? Comment la loi encadre le sexe, le genre, la justice du genre? Comment cela est appréhendé par le droit? Les normes sont nombreuses. Il y a beaucoup de lois et elles portent sur divers domaines, elles régissent diverses matières. Et les normes sont classées en fonction de leur autorité juridique. Toutes les normes n'ont pas la même autorité juridique. Leur autorité peuvent émaner, par exemple, de l'organe qui les élabore, par exemple. Donc, vous allez voir que la loi n'a pas la même autorité que l'arrêté ou qu'une circulaire, par exemple. OK? Donc, certaines normes ont une force juridique plus grande que d'autres, conformément à la théorie de la hiérarchie des normes. Donc, cette théorie a été initialement élaborée pour éviter qu'il y ait des conflits entre les lois.
D'accord? Donc, la norme inférieure doit être conforme à la norme supérieure et ainsi de suite. Et en général, la règle de droit, elle doit être générale et abstraite. Donc, la règle de droit a un caractère général et abstrait. Cela signifie qu'elle s'applique d'une façon uniforme à tous les individus dans une société donnée. Donc, elle est impersonnelle. Donc, la règle de droit ne devrait pas, en principe, tenir compte des particularismes individuels. Donc, lorsqu'on parle du droit de propriété, par exemple, eh bien, le droit de propriété peut être détenu par un homme ou par une femme. D'accord? Lorsqu'il y a des obligations qui découlent d'un contrat, eh bien, le contrat, c'est vrai que c'est la loi des parties, mais la loi vous dit de façon sans poser de particularité quelles sont les conditions de formation du contrat. On ne fait pas de distinction quant au sexe ou au genre des parties au contrat. Donc voilà, la règle de droit, en principe, a un caractère universel. La règle de droit est dite et objective. D'accord? Pourtant, la réalité, elle est tout autre. C'est vrai que la règle de droit devrait avoir un caractère général et abstrait, mais la règle de droit s'applique à des individus et à une société. Et on va voir que les luttes menées pour l'évolution du droit ont précisément eu pour but de changer la règle de droit. Okay? Donc, si la règle de droit était à ce point impersonnelle, eh bien, il n'y aurait pas eu lieu de lutter pour l'évolution de ces règles. Le droit produit des discriminations et le droit produit des différences. On va parler, par exemple, de l'exclusion politique des femmes haïtiennes pendant très longtemps. Donc, le statut juridique de citoyenne à part entière n'a été obtenu qu'à la suite de luttes pour l'égalité, où les femmes ont revendiqué et ont obtenu le droit de vote. Donc, le droit n'est pas neutre. Donc, l'intégration du genre dans les normes n'est cependant pas systématique. Nul n'est censé ignorer la loi, mais pourtant, la loi ignore bien, et cela dans plusieurs cas, les spécificités de la moitié du genre humain. Donc, nous ne sommes pas supposés ignorer la loi, mais bien souvent, la loi nous ignore. Et nous allons le voir aussi lorsque nous allons parler du droit de la famille et comment le droit, et des fois même, comment la règle de droit, comment la norme juridique est source de discrimination, mais comment aussi le fait de ne pas réglementer un domaine peut aussi créer de la discrimination. Donc, il convient dans ce cas de mentionner que les normes, en fait, produisent du genre, et selon un ouvrage rédigé par Chabot, Daniel et Eco en 2002, dont le titre est L'engendrement des choses, des hommes, des femmes et des techniques, eh bien, le droit produit de l'engendrement. C'est une expression bien jolie qui veut dire que le droit est source de différenciation. Et donc, le droit est pétri de genre, et cela peut être prouvé dans le processus même de sa fabrication. Et puisque le droit doit produire des catégories, eh bien, en créant ces catégories, le droit met aussi
en place certains comportements. D'accord? Donc, le droit crée du genre et parallèlement, cela a des conséquences aussi sur la manière de produire le droit. Les normes sont toujours produites dans un contexte historique, social et politique particulier. Et pour comprendre l'impact d'une norme, il faut regarder son contexte. Donc, puisque nous sommes au niveau du cadre légal, nous allons, pour aborder le cadre légal, faire une différence entre les règles de droit de source supralégislative et les règles de droit de source formelle par opposition aux règles de droit et aux sources informelles. Lorsqu'on parle de sources supralégislatives, on parle de quoi? On parle des normes qui ont une autorité supérieure, une autorité juridique supérieure à la loi. La loi, de façon stricte, est la norme qui émane du Parlement. D'accord? Donc, nous allons parler avant tout des normes qui ont le plus d'autorité juridique. Donc, nous allons parler de la Constitution et des traités et accords internationaux ratifiés par Haïti. Donc, vous savez que la Constitution, tout le monde sait que la Constitution, c'est la loi fondamentale, c'est la loi mère, pas vrai? Et la Constitution actuellement en vigueur, bon, oui, je sais pas si elle est en vigueur, personne ne sait en fait, mais je pense, ça c'est aussi un dilemme pour les juristes, que la Constitution de 1987 devrait être en vigueur, même si elle n'est pas d'application, puisqu'il n'est pas prévu dans la Constitution un CPT, il n'est pas prévu 7 présidents. D'accord? Donc, nous sommes vraiment dans une situation d'inconstitutionnalité, mais puisque la Constitution n'a pas été mise en veilleuse, bien que cette disposition soit appliquée à la carte, selon le bon vouloir de nos dirigeants, on peut dire qu'elle est toujours présente, existe en tout cas, elle existe tout au moins. D'accord? Donc, la Constitution de 1987 est la loi fondamentale et c'est cette loi fondamentale qui réunit l'ensemble des règles destinées à assurer la dévolution et l'exercice du pouvoir. Donc, en fait, la Constitution, les lois essentielles de la Constitution portent sur le pouvoir et la façon dont elle doit être dévolue et exercée. La Constitution en Haïti est au sommet de la hiérarchie des normes. Elle est la loi mère. C'est d'elle que découlent toutes les autres normes. Et la Constitution est quand même, et c'est l'amendé surtout, proclame l'attachement du peuple haïtien aux droits fondamentaux. Droit à la vie, droit à la liberté, à la poursuite du bonheur. D'ailleurs, c'est la seule constitution au monde qui a cette grande ambition de permettre au peuple haïtien d'être heureux. Bon, c'est vrai que nous en sommes très loin. Et la Constitution fait aussi référence à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Donc, le fait de faire référence à cette Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est une déclaration internationale, et lui confère une valeur constitutionnelle. Donc, la Déclaration universelle des droits de l'homme dispose dans son article 1er que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience
et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Donc, la Déclaration universelle des droits de l'homme fait partie intégrante de la Constitution haïtienne parce que cette déclaration y est mentionnée. Et dans son article 2, cette déclaration, qui a valeur constitutionnelle, dispose que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, etc. Donc, l'égalité et des sexes est posée au niveau de l'article 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais de manière plus spécifique, si vous regardez le document que vous avez sûrement dans votre cartable, de manière plus spécifique, OK? Donc, vous avez ce document-là? Égalité, liberté, égalité, fraternité. Constitution de la République d'Haïti de 1987. Oui? Vous avez trouvé ça? OK. Donc, qui peut me lire le premier alinéa? C'est bon? Le peuple haïtien proclame la présente Constitution pour garantir ses droits inaliénables et imprescriptibles à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur, conformément à son acte d'indépendance de 1804 et à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Ça va? Et lisez aussi le dernier alinéa. Dernier alinéa du préambule. Ça. Pour assurer aux femmes une représentation dans les instances de pouvoir et de décision qui soit conforme à l'égalité des sexes et à l'équité de genre. Donc, voilà. La Constitution haïtienne reconnaît l'égalité des sexes et l'équité de genre. Donc, il ne s'agit plus de concepts qui appartiennent aux théories féministes, mais il s'agit de normes à valeur constitutionnelle. Donc, l'égalité des sexes n'est pas un concept abstrait. Il s'agit d'une exigence constitutionnelle. La Constitution haïtienne proclame que les femmes doivent être représentées dans toutes les instances de pouvoir et de décision. Et ce, conformément à l'égalité des sexes et à l'équité de genre. Donc, lorsque vous exigez l'égalité, lorsque vous exigez l'équité, il ne s'agit pas d'un simple désir. Il s'agit d'une exigence constitutionnelle. Ça va? Ensuite, au niveau de l'article 17, je veux continuer? Oui. Vous pouvez passer le micro à qui veut parler, qui veut lire? Hein? OK, d'accord. Article 17. Les Haïtiens sans distinction de sexe et d'état civil, âgés de 18 ans accomplis, peuvent exercer leurs droits civils et politiques s'ils réunissent les états, conditions prévues par la Constitution et par la loi. Voilà. Donc, on aurait pu s'arrêter dès le préambule et à la Déclaration universelle
et des droits de l'homme de 1948, puisque lorsqu'on lit cette déclaration, il y est affirmé l'égalité des sexes. D'accord? Et l'interdiction de la discrimination entre les sexes y est posée. Mais on a surenchéri au niveau de l'article 17 de la Constitution en affirmant que les Haïtiens, sans distinction de sexe et d'état civil, dès qu'ils sont âgés de 18 ans accomplis, peuvent exercer leurs droits civils et politiques. Et enfin, on a, quelqu'un d'autre pourrait lire, l'article 17.1 de la Constitution. Il est ajouté un article 17.1 qui se lit comme suit. Le principe qui quota d'au moins 30% des femmes est reconnu à tous les niveaux de la vie nationale, notamment dans les services publics. OK. Donc, là, il s'agit d'une précision supplémentaire et d'une confirmation du dernier alinéa et du préambule de la Constitution qui parle de l'égalité des sexes et de l'équité de genre. Et cette dernière, alors l'article 17.1, précisément, est une disposition qui vise à garantir l'équité de genre. Je ne vais pas m'attarder sur l'article 17.1 parce que ça va faire l'objet du module que nous verrons le troisième jour, donc samedi. Mais c'est quand même une avancée considérable, bien que certains et certaines disent au contraire qu'il s'agit d'une régression. Mais nous allons aussi parler de la discrimination positive et en quoi la discrimination positive aide la lutte des femmes. Donc, nous avons vu pour la Constitution de 1987. Elle n'est pas encore remplacée, donc elle est en principe toujours en vigueur. D'accord? Parce que c'est une loi qui remplace une autre loi. D'accord? Et pour l'instant, bien qu'il y ait un projet pour une réforme constitutionnelle, pour l'instant, c'est la Constitution de 1987 qui est en vigueur et qui régit et qui est toujours la loi mère. Ensuite, il y a les traités et les accords internationaux. Haïti en a ratifié beaucoup. Et cependant, il y a certains traités, il y a certaines conventions qui portent spécifiquement sur les droits des femmes. Maintenant, quelle est la place des conventions et des traités internationaux dans l'ordonnancement juridique? Et je vous ai parlé de la hiérarchie des normes. Donc, les normes ont leur place dans cette hiérarchie. Eh bien, en Haïti, en droit haïtien, les conventions internationales occupent une place intermédiaire entre la Constitution et la loi. Donc, les conventions sont infraconstitutionnelles, donc en dessous de la loi, mais les conventions sont supralégales. Donc, elles ont une autorité supérieure par rapport à la loi. D'accord? Me suivez? Au niveau de l'autorité juridique. Donc, nous sommes au niveau du cadre légal, OK? Et nous sommes en train de regarder les différentes normes qui pourraient intéresser la cause, le mouvement féministe, d'accord? Et qui seraient aussi considérées comme des avancées au niveau par rapport aux revendications féministes. Nous avons vu la Constitution et maintenant nous voyons les traités. Nous avons dit que les normes ont tous une autorité juridique et que cela varie. Il y a des normes ayant plus d'autorité juridique que d'autres. Nous avons commencé par la loi qui a la plus d'autorité juridique dans notre système de droit, qui est la Constitution. Maintenant, nous continuons avec les traités et les conventions
qui tiennent la deuxième place au niveau de la hiérarchie des normes parce que les traités et les conventions sont en dessous de la loi en termes d'autorité, mais en dessous de la Constitution, mais au-dessus de la loi. Okay? Donc, Haïti a signé et ratifié plusieurs traités et accords internationaux. Et selon l'article 276-1 de la Constitution, les conventions prennent effet qu'après avoir été ratifiées et par le Parlement sous forme de décret. C'est la raison pour laquelle on dit que les conventions sont inférieures à la convention, à la Constitution, mais supérieures à la loi, parce qu'elles doivent être ratifiées avant de pouvoir produire leurs effets, et elles sont ratifiées sous forme de décret. Donc, la première convention que je citerai serait la Convention interaméricaine du 2 mai 1948 sur la concession des droits politiques à la femme. Cette convention a été ratifiée le 7 août 1957 et publiée au Moniteur numéro 122 du 7 novembre 1957. La Convention interaméricaine sur la concession des droits politiques à la femme. Cette convention reconnaît le droit de vote et reconnaît aussi l'éligibilité à une fonction nationale aux femmes. Ensuite, je citerai la Convention sur les droits politiques de la femme. La Convention sur les droits politiques de la femme, qui a été ratifiée le 31 juin 1957 et publiée au Moniteur numéro 121 du 4 novembre 1957. Donc, cette convention, tout comme la première que je viens de citer, et reconnaît le droit de vote aux femmes, leur éligibilité à une fonction élective et aussi à une fonction publique. Ensuite, il y a une convention qui est très importante, qui est la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Je n'ai pas mis la date. Il y a aussi, sur le plan international, il y a aussi la Convention américaine des droits de l'homme du 22 novembre 1969, ratifiée par Haïti par la loi du 18 août 1979. Ce que je pourrais faire, c'est peut-être donner à Mme Hector la liste de ces conventions. J'en ai cité quelques-unes dans le document que je vous ai soumis, mais c'était vraiment très sommaire. Je vous ai cité 2 conventions seulement. OK? Mais là, je suis un peu plus précise.
Et, et aussi, il y a le Pacte international de New York du 19 décembre 1966. Le pacte international de New York du 19 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques ratifié le 6 février 1991. Ces conventions-là ont quand même largement contribué à moderniser la législation haïtienne, surtout la législation relative à la famille, parce qu'elle accorde une protection spéciale à la liberté matrimoniale et à instaurer un véritable droit au mariage. Et je vais vous citer aussi la déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d'urgence et de conflit armé. Dans le document que j'apporterai demain, vous aurez l'ensemble de ces conventions avec les dates et la date de leur ratification par Haïti. OK? Donc, n'oubliez pas que ces conventions, une fois ratifiées, font partie, oui? Et la déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d'urgence et de conflit armé. Dans cette convention, on reconnaît la vulnérabilité particulière de la femme et des enfants durant les périodes de crise. Il y a aussi cette convention que je n'ai pas citée, qui est la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre les femmes, qui a été ratifiée le 3 avril 1996 et qui est parue au Moniteur numéro 66A du 9 septembre 1996. C'est l'une des premières conventions qui définit la violence contre les femmes de façon spécifique et reconnaît la particularité de ce type de violence. La Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre les femmes. Ratifiée par Haïti en 1996. OK, donc, je vous rappelle que ces conventions, une fois ratifiées, font partie de l'ordonnancement juridique haïtien, c'est-à-dire font partie des normes applicables, des normes internes. Elles deviennent des normes internes lorsqu'elles sont appliquées. Elles ne sont pas distinctes des règles internes, d'accord? Et elles ont même une valeur infraconstitutionnelle et une valeur supralégale. Donc, au niveau de leur autorité, je peux dire qu'elles sont supérieures à la loi. OK? Donc, toutes les lois qui doivent être adoptées par la suite doivent être conformes à ces conventions ratifiées. Donc, on n'a même pas besoin. C'est vrai qu'au niveau de l'accès à la loi, c'est mieux de mentionner quelles sont les lois qui sont abrogées ou modifiées par les conventions. Mais une fois que ces conventions sont ratifiées par Haïti, elles abrogent automatiquement toutes les lois, toutes les normes contraires. D'accord? Donc, il faut comme ce travail-là n'est pas fait au niveau des normes, par exemple, on a le code civil qui n'est pas mis à jour, le code pénal qui n'est pas mis à jour, donc on a une sorte de décodification et il faut
malheureusement scruter la législation haïtienne et regarder est-ce qu'elle est conforme aux conventions et aux traités et ratifiés par Haïti. Donc, il faut faire ce travail d'harmonisation. Parce que malheureusement, dans les codes qui sont disponibles, et ces textes-là ne sont pas mentionnés. Tu me dis qu'on prend la pause? Je finis avec ça ou bien? Oui, Je finis avec le cadre légal, ok. Et puis, je vous ai parlé aussi des lois, des normes qui ont des sources formelles par opposition aux normes qui ont des sources informelles. Et les sources formelles de la règle de droit, et en fait, lorsqu'on parle de sources formelles, on se tourne plutôt vers l'organe et de qui ces lois émanent. Par exemple, les sources formelles, lorsqu'on parle de sources formelles, on parle de la loi qui émane du Parlement, on parle de l'arrêté qui émane du ministre, etc. D'accord? Et donc, lorsqu'on parle de sources formelles, eh bien, on parle de lois qui émanent des trois pouvoirs de l'État, c'est-à-dire de l'exécutif, du législatif et, dans une certaine mesure, du judiciaire. Pourquoi? Parce que la jurisprudence est aussi source de droit, même si elle est une source indirecte de droit. OK? Donc, la loi au sens strict, parce qu'il y a la loi au sens large aussi, qui signifie l'ensemble des normes. Donc, mais la loi avec le petit L, la loi avec L minuscule, signifie la loi qui émane du Parlement. Et donc, on a diverses lois qui s'intéressent à la question de la femme. On a le Code civil en général, plus au niveau des dispositions relatives à la famille, okay, au mariage, au divorce, etc. Donc, tout ce qui entoure la famille et l'union entre un homme et une femme, eh bien, on trouve des dispositions particulières où la question du genre est prise en considération. Et la jurisprudence, c'est une source de droit, c'est la loi émanant, en quelque sorte, des tribunaux, ok? Et c'est une source indirecte du droit. La jurisprudence n'est pas une source directe, puisque c'est le législateur qui a vocation à élaborer des lois, mais étant donné que les juges doivent interpréter la loi, l'appliquer à des faits concrets, eh bien, l'ensemble des décisions ont quand même une influence sur la loi. D'accord? Donc, la jurisprudence permet, la jurisprudence qui est, vous savez ce qu'est la jurisprudence? La jurisprudence, c'est l'ensemble des décisions émanant des cours et tribunaux. L'ensemble des décisions qui émanent des cours et des tribunaux forment la jurisprudence. D'accord? Donc, la jurisprudence permet de connaître la solution donnée à une question de droit en application à la loi. Donc, elle permet de savoir comment est-ce qu'une loi est interprétée et appliquée. Et cela vous donne vraiment la mesure de cette loi. Est-ce qu'elle est une loi qui prend en compte la question de genre ou pas? Comment est-ce qu'elle est comprise et interprétée par la loi, par les juges? Et enfin, on a les sources non formelles. Les sources non formelles, c'est-à-dire qui n'émanent pas des trois pouvoirs, c'est-à-dire du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif et du judiciaire. Eh bien, les sources non formelles sont traditionnellement la doctrine et la coutume. Qu'est-ce que la doctrine? La doctrine, c'est l'ensemble des écrits des doctrinaires. C'est comment, la doctrine, c'est l'ensemble des travaux des juristes. Et ces travaux des juristes ont une influence sur le législateur qui les lit, qui les apprécie. Et ces travaux permettent de faire des réformes, d'accord? Ou d'élaborer de nouvelles lois. D'accord? Donc, lorsqu'une loi
et doit être élaborée, ou bien lorsqu'une loi est élaborée, eh bien les juristes vont l'analyser, faire des commentaires, etc. Et cela a une influence sur le droit, sur le législateur et aussi même sur l'interprétation qui est faite par la loi, par le juge, qui est faite de la loi par le juge. L'autre source informelle du droit ou bien non formelle du droit, c'est la coutume. La coutume, c'est en fait un usage. C'est un usage qui émane de la population. C'est un usage qui émane de la conscience populaire. Et cet usage-là devient de plus en plus obligatoire et s'étend sur une certaine durée. D'accord? Et le plus souvent, l'usage a un caractère généralisé. Tout le monde a ce même comportement-là. Tout le monde applique cet usage-là. Et le plus souvent aussi, l'usage s'appuie sur la croyance de son caractère obligatoire. Les gens confondent souvent la coutume et la loi, parce que la coutume et la loi ont ce caractère obligatoire. La loi est effectivement obligatoire. La coutume, c'est plutôt une croyance. On croit qu'elle est obligatoire. Et l'une des coutumes les plus répandues et qui concerne précisément la question de genre, c'est l'usage du nom du mari. Beaucoup de femmes pensent qu'il est obligatoire de porter, qu'une fois mariée, qu'il est obligatoire qu'elles portent le nom de leur mari. Il ne s'agit pas d'une exigence de la loi, il s'agit d'une coutume. Mais d'une coutume bien imprégnée. C'est une coutume qui émane de la conscience populaire. C'est une pratique qui est généralisée, qui date de toujours, depuis l'instauration de l'institution du mariage. Et on croit, beaucoup de femmes croient, à son caractère obligatoire. D'accord? Et voilà, je vous ai parlé un peu du cadre légal. Et c'est ici qu'on prend la pause pour revenir. De chef. Alors, nous continuons avec le module 1. Nous en sommes à la partie sur la loi et le sexe, la loi et le genre. Est-ce que la loi prend en compte le genre? Est-ce que la loi prend en compte le sexe? Je pense que je l'ai dit tantôt, que la loi n'est pas neutre. La loi est sexuée, puisque la loi a vocation à régir une société sexuée. De quelle façon est-ce que la loi appréhende le sexe et le genre? Parce que, comme je vous l'ai dit, la règle de droit, en principe, a un caractère général et abstrait. Si vous lisez, j'aimerais que vous lisiez dans les documents que je vous ai donnés, les textes portant sur le Code civil. Code civil. L'article 56. L'article 56, l'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés. Les prénoms, nom, profession et domicile des pères et mères ou de la mère selon le père, Seulement. si seulement le père n'a pas fait la déclaration. Enfin, ceux des témoins. Je continue? Non, ça va. Merci. Donc, madame vient de vous lire l'article 56 du Code civil. La loi mentionne rarement, prend en compte rarement le sexe biologique.
mais quand la loi le fait, cela a des conséquences importantes. Lorsque je parle de sexe ici, je fais référence au sexe biologique, par opposition au genre. Et dans le Code civil, il est fait mention du sexe principalement pour pouvoir identifier une personne. Et la loi haïtienne a une conception binaire du genre. On est soit de genre et féminin, soit de genre et masculin. Donc, la loi prend en compte cette vérité biologique et lui attribue des conséquences juridiques. Et l'article 56 est peut-être l'exemple le plus parlant de la prise en considération du sexe biologique par la loi. Et l'article 56 se retrouve au niveau des dispositions relatives à l'état civil. Et l'état civil a pour vocation de permettre l'identification d'une personne. Donc, dès qu'un enfant naît vivant et viable, dès que l'enfant naît viable, il est vivant, donc il acquiert la personnalité juridique. Donc, dès que l'enfant existe juridiquement, il doit être identifié. C'est l'un des attributs de la personnalité. L'enfant doit être identifié. Et comment est-ce qu'on l'identifie? On l'identifie bien sûr par son nom. On l'identifie aussi par le nom qui lui est attribué et par son lieu de naissance, par sa date de naissance, mais il est aussi identifié par son sexe qui ne peut être que masculin ou féminin selon la législation haïtienne. Et de cette prise en compte du sexe biologique, il va quand même découler plusieurs conséquences. Parce qu'une fois qu'on attribue à quelqu'un un sexe mâle ou femelle, eh bien, par l'effet de l'éducation et de la socialisation, un genre aussi lui sera attribué conformément à ce sexe-là. Donc voilà, le droit, en fait, est assez, je vais dire, neutre par rapport au sexe. Le droit ne fait que constater cette vérité biologique et demande que mention en soit faite sur les actes de l'état civil, c'est-à-dire acte de naissance, acte de mariage, acte de décès. D'accord? On retrouve aussi cette exigence-là au niveau de l'acte de divorce, le cas échéant si une personne mariée vient à divorcer. D'accord? Donc, le premier intérêt du sexe biologique pour la loi, c'est uniquement de permettre d'identifier la personne. Le premier intérêt. Donc, l'identification de la personne a un intérêt pour que l'État puisse connaître sa population, adapter pour que le gouvernement puisse adapter ses politiques aux caractéristiques de sa population, etc. D'accord? Donc, l'âge a de l'importance, le sexe aussi a de l'importance. Parallèlement à cette identification par le sexe biologique, il y a quand même des conséquences à considérer par rapport aux gens et aux droits qui en découlent. Maintenant, nous allons voir comment la loi appréhende le genre. Je pense qu'on l'a un peu vu lorsqu'on a parlé du cadre légal. On a parlé de la Constitution qui proclame l'égalité et des sexes et l'équité de genre. On l'a aussi vu avec le principe de la non-discrimination qui est aussi posé par le Code et par la Constitution, en son article 17, et aussi par la discrimination positive qui est instaurée par l'article 17.1 de la Constitution. Donc, effectivement, le sexe biologique à qui on attribue un genre, une identité, des attributs, etc., et sexuels, est prise en considération par la loi et a des conséquences
juridique. Donc, bien, il y a encore du travail à faire, mais il y a quand même eu des avancées. La loi prend en compte le genre, soit pour restreindre la capacité de la femme à certains niveaux, soit pour mettre en place certains obstacles pour limiter, par exemple, ses perspectives économiques, son accès à certains métiers, etc. En Haïti, les luttes des femmes pour l'égalité des droits a quand même, on va le voir demain, a quand même, les luttes ont quand même permis de certaines avancées au niveau du droit. Mais dans beaucoup de pays, jusqu'à présent, la loi prend en compte le genre pour restreindre la capacité des femmes et empêcher aux femmes de pouvoir ouvrir un compte bancaire et de monter une entreprise, etc. D'accord? Mais heureusement, dans notre droit, lorsque le genre est pris en considération, c'est pour poser le principe de la non-discrimination. Nous avons parlé des traités et conventions internationales qui sont applicables en Haïti, et ces conventions, précisément, ont permis de faire ces avancées. Lorsqu'on voit comment la loi appréhende le genre, il faut aussi le voir en termes sur la question de la parité en politique. Il faut aussi le voir sur la question du mariage. Par exemple, en Haïti, si vous regardez quel article? Je sens que ce n'est pas imprimé, mais l'âge nubile et en Haïti varie en fonction du sexe. Nubile. Oui, c'est-à-dire l'âge à partir duquel on peut se marier. Okay? L'âge nubile. Je vais chercher mon code. Donc, selon l'article 133 du Code civil, l'homme avant 18 ans, ok? L'homme avant 18 ans révolu et la femme avant 15 ans révolu ne peuvent contracter mariage. Donc, il y a une différence entre l'âge nubile de l'homme, qui correspond aussi à l'âge de la majorité, donc 18 ans, mais pour la femme, donc lorsqu'on est une femme, on peut se marier avant, il est permis de se marier avant l'âge de 18 ans. Cette distinction en France a été abrogée, mais jusqu'à présent, en droit haïtien, la différence, elle est faite en raison du genre, en raison du sexe biologique. Donc, qu'est-ce qui explique cela? C'est tout simplement la puberté. Donc, on suppose que lorsqu'une femme est puberbe, donc elle est avant 18 ans, elle est en âge de procréer, donc elle peut se marier. D'accord? Donc, voilà comment, par exemple, le droit crée de la discrimination à partir du sexe biologique. Nous allons développer cela et plus amplement demain, parce qu'on va parler du droit de la famille. Et c'est au niveau du droit de la famille que les discriminations étaient les plus criantes. Il y a eu quand même beaucoup d'avancées. Le genre est aussi pris en compte au niveau du Code civil. Et cela, heureusement, parce que le Code du travail, parce que le Code du travail pose le principe de la non-discrimination et prend en considération certaines spécificités, notamment en ce qui a trait à la maternité et à la femme allaitante. La femme a droit à un congé maternité de 3 mois, amplement insuffisant.
Et la femme qui allaite a droit à 30 minutes de pause pour allaiter son enfant et durant la journée. Donc, c'est quand même des dispositions qui prennent en compte cet état particulier qu'est la maternité et qu'est l'allaitement de la femme. Et qui, en quelque sorte, ne sanctionne pas la femme qui allaite ou qui doit partir en congé pour accoucher et prendre soin de son enfant. Donc voilà des exemples où la loi prend en considération le genre et prend en compte les rôles et les attributions que la société confère aux hommes et aux femmes en fonction de leur sexe biologique. Mais ce qu'il faut retenir lorsqu'on parle de loi et de genre, c'est que le genre peut servir à la fois à discriminer, comme le genre peut aussi aider à prendre en compte des situations spécifiques et à établir, lorsque le genre est intégré, de l'équité. L'équité, ce sentiment de justice dont je vous parlais, et ce sentiment de sécurité. Parce que lorsqu'une femme tombe enceinte, c'est quand même une situation où elle est très fragile, et une femme qui tombe enceinte et qui doit perdre son travail à cause de son état de grossesse, c'est une discrimination. Donc voilà comment la loi peut protéger les femmes et garantir leurs droits. Maintenant, rapidement, nous allons survoler un petit peu l'histoire des luttes des femmes et parler de leurs revendications. Et à cette fin, je vous recommande chaudement le livre de Daniel Magloire sur la question. Et Daniel Magloire a rédigé un article intitulé « Regard sur le mouvement des femmes haïtiennes ». Je pense que je vous en ai parlé, qui est sorti dans la revue Rencontre en 2003. Et voilà, dans cet article-là, elle retrace l'origine des mouvements des femmes en Haïti. Les luttes des femmes ont, au commencement, pris la forme de revendications et de protestations individuelles. Ce n'était pas encore un mouvement organisé et collectivement. Et donc, la mobilisation des femmes, au début, avait surtout pour objectif de lutter contre la discrimination, contre les discriminations faites aux femmes. Donc, les premières revendications collectives tournent autour de l'exercice de la citoyenneté. Ces revendications seront portées au début par un premier mouvement qui apparaît en 1934. Et ce mouvement est porté par la Ligue féminine d'action sociale. Nous sommes en 1934. Et leur objectif premier, c'était de pouvoir exercer pleinement leurs droits de citoyens, de citoyennes. Parce que les femmes n'avaient pas le droit de vote à l'époque. Et rapidement, les résultats vont être au rendez-vous. Bon, quand je dis rapidement, on va quand même attendre près de 20 ans, donc en 1950. Et les luttes de la Ligue vont permettre aux femmes de conquérir le droit de vote. Donc, lorsque vous ne voulez pas voter, vous voyez que vous êtes en train de cracher sur la lutte des femmes. Donc, le droit de vote est un acquis et nous la devons au travail de cette première ligue qui a débuté en 1934. Et ce premier mouvement-là, quand même, s'inscrit dans un contexte aussi international parce qu'il s'agissait à l'époque aussi des luttes. Il y a eu beaucoup de mouvements des femmes dans divers pays, aux États-Unis et en France, pour revendiquer leurs droits.
Donc, cela se passe aussi dans un contexte international où il y a eu, et tout ça s'inscrivait dans la mouvance des luttes menées aussi au niveau international par les femmes qui voulaient qui réclamaient leurs droits et vraiment voulaient écarter l'exclusion. Donc, les mouvements, le travail des femmes, la lutte des femmes vise à refuser catégoriquement l'exclusion dont elles étaient victimes. Donc, après ce premier succès, il y a eu malheureusement la période de la dictature des Duvalier. Et la dictature des Duvalier va bâillonner l'ensemble des droits. Et donc, la liberté d'expression, pas possible sous période de dictature de réclamer des droits. Donc, pendant près de 30 ans, on peut dire que l'ensemble des mouvements revendicatifs vont être mis en berne. Et donc, les femmes vont quand même continuer à se mobiliser, mais bien sûr dans la clandestinité. Et donc, ce travail va continuer à l'extérieur. Le travail pour les droits des femmes va continuer, mais plutôt à l'extérieur, au niveau de la diaspora qui a dû fuir la dictature et des Duvalier. Donc, on aura une forte solidarité des femmes vivant à l'étranger et vis-à-vis des femmes et de la lutte pour les droits et de la femme durant la période de la dictature. Donc, après, à la fin de la dictature, donc en 1986, le mouvement va connaître un renouveau. Donc là, on est dans cette grande joie des libertés retrouvées en 1986. Et on va aussi retrouver la capacité de mobilisation qu'on avait perdue sous la dictature. Donc, les femmes vont prendre une place assez importante dans le paysage et sociopolitique haïtien, ce qui n'était pas le cas avant. Et à l'occasion de la manifestation, qui reste une manifestation historique du 3 avril 1986, où des milliers de femmes sont descendues dans les rues de la capitale et aussi dans les rues de province et pour réaffirmer leur refus de l'exclusion et aussi pour affirmer leur volonté de ne pas accepter que la démocratie qui s'annonçait, que la construction de la démocratie se fasse sans elles. Donc, elles ont été et réclamé leur participation à la vie politique de leur pays. Donc, elles entendaient dire leurs mots, elles entendaient faire entendre leur voix. Elles ne voulaient pas que tout cela se passe à leurs dépens. Et donc, depuis 1986, le mouvement des femmes n'a pas cessé de bouger et de foisonner. Il y a eu beaucoup d'organisations, il y a eu de multiples groupes et associations de diverses tendances qui ont vu le jour depuis 1986. Donc, le mouvement des femmes, la lutte des femmes, elle est diverse, elle n'est pas uniforme. Beaucoup disent que, les femmes demandent différentes choses. Oui, parce que nous voulons beaucoup. Nous ne voulons pas qu'une chose. Donc, effectivement, les organisations féminines, les mouvements de ces organisations-là traduisent chaque organisation à sa priorité. Mais le but final, c'est de refuser l'exclusion et de faire connaître précisément les besoins des femmes. Et donc, le mouvement, c'est ce que dit Daniel Magloire, pour les organisations féminines et du mouvement visant à promouvoir les droits des femmes, eh bien, la question qui est essentielle et qui revient toujours, c'est de poser les rapports sociaux de sexe en Haïti. Parce que les femmes ont constaté les inégalités qui prévalaient entre les hommes et les femmes. Et les chiffres sont là pour le prouver. Et les observations aussi
peuvent le prouver. Ces inégalités-là sont manifestes dans tous les domaines de la vie sociale et ces inégalités-là participent à la discrimination dont est victime l'ensemble des femmes. Excusez-moi. Et selon Daniel McGraw, ces discriminations s'enracinent dans nos croyances et valeurs. Et elles sont renforcées par les différentes institutions. Dans cet article-là, Daniel McGraw dénonce ces inégalités et les barrières qui traduisent un fait profond. Le fait que cela traduit, c'est jusqu'à présent l'état de subordination des femmes. Donc, comment est-ce qu'on peut parler de l'état de subordination de la femme? Parce qu'en fait, il y a une distinction à établir entre ce que la loi prévoit et la réalité. Donc, il y a encore un écart entre la loi et son application. D'accord? Beaucoup des droits qui sont reconnus par la loi ne sont pas en fait exercés et par les femmes en raison précisément de l'environnement, des croyances et des barrières souvent invisibles que nous ne distinguons pas. Clairement, en tout cas. Donc, ce qui est dénoncé, et cette dénonciation-là a quand même amené, nous allons le voir demain, à la loi de 2012 sur la paternité, maternité et filiation. Ce qui est aussi dénoncé, c'est le fait que le travail des femmes est invisible. On ne voit pas ce que la femme a accompli. Et on ne voit pas, par exemple, que c'est sur les épaules de la femme que repose quasi entièrement l'éducation des enfants. Et comme je l'ai dit au tout début, cette prise en charge du bien-être matériel de l'enfant et de l'éducation des enfants dans le contexte économique haïtien amène à la féminisation de la pauvreté. Donc, une bonne partie de la population est pauvre et lorsqu'on regarde les chiffres, on se rend compte que les femmes sont les plus touchées par la misère et la pauvreté. Donc voilà, les luttes et des femmes a débuté en 1934. Elle a amené en 1950 à certaines avancées au niveau des droits politiques. En 1986, nous avons eu une ressurgescence du mouvement des femmes suite à la fin de la dictature. Et le mouvement des femmes continue jusqu'à présent. Au niveau des droits politiques, nous avons vu que la Constitution amendée reconnaît l'égalité des sexes et l'équité de genre. Nous avons également vu que grâce à la lutte des femmes, les traités et conventions ont été signés et ratifiés par Haïti. Donc, le mouvement continue et le foisonnement des organisations féministes montre bien que la question reste toujours pertinente. Donc, le mouvement des femmes actuellement atteste une grande diversité. Il y a toute une mosaïque d'organisations et de tendances différentes, mais qui ont quand même un but commun, qui est celle de la promotion des femmes. Et en 1993, une loi a créé un ministère à la condition féminine et aux droits des femmes. Et il faut dire qu'il s'agit en fait d'une institution qui, si elle était un peu mieux administrée, aurait pu faire une grande différence dans la condition, dans la vie des femmes et au quotidien. Mais quand même, il s'agit d'un moment historique et le but de cette institution, c'est de réparer le tort historique qui a été causé aux femmes.
Je ne sais pas si les organisations féministes ont une autre vue sur le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, mais c'est vrai que c'est un ministère qui, je pense, gagnerait à être beaucoup plus proactif parce qu'il y a beaucoup à faire. Et donc, le constat des inégalités qui prévalent entre hommes et femmes est toujours d'actualité. On attend un peu plus de la lutte des femmes parce qu'il y a encore beaucoup de droits à acquérir, mais quand même, il y a eu des avancées significatives et je pense que lorsque nous allons examiner le droit de la famille, nous allons examiner le droit du travail et aussi rentrer un peu plus profondément dans la Constitution et voir un petit peu la place que les femmes occupent dans les espaces publics et dans les espaces politiques, que quand même beaucoup, vraiment beaucoup ont été accomplis. Voilà, donc merci à tous. Merci de l'attention que vous avez portée à mes propos d'aujourd'hui. Et j'espère vous revoir demain et aussi disposer. Et demain, il y aura beaucoup plus ce sera beaucoup plus concret parce qu'on va parler de normes très spécifiques. On va parler de mariage, on va parler de droits bien spécifiques et avec des exemples. Et j'espère quelques cas pratiques pour que vous puissiez mieux appréhender l'impact et l'interaction entre la loi et le genre et voir comment on peut amener de la justice de genre dans la loi. D'accord, merci et à demain.